Bien. Alors, c'est pas une interrogation, c'est juste un tout petit peu pour savoir qui aurait lu... Ça, c'est une question très socratique pour voir quand même si on accepte ou non de briller dans les salons. Est-ce que certains ont entendu, on va faire plus soft, on va pas attaquer tout de suite à la méthode socratique. Qui a entendu parler du Charmide, qui n'est pas le dialogue le plus connu? Oui. 1, 2, 3. Lu en plus d'avoir entendu parler? Oui. Oui, merveilleux. Merci. Bon, vous allez pouvoir m'aider ce matin, c'est parfait. Ben, j'espère au moins que notre... je demandais... je sais pas si on peut fermer la porte. Merci. Ben, j'espère que la même chose pour le Lachaise de la semaine dernière, que ces dialogues qu'on dit socratiques, bien que pratiquement tous les textes de Platon mettent en scène Socrate, et bien qu'on ait envie, ou que ça vous donne envie, ou que ça nous donne envie de se replonger dans ces dialogues qu'on a jugés parfois mineurs. Pour le Charmide, il a même été parfois contesté. Il y a, comme ça, à différentes époques, la notion de dire est-ce que c'est vraiment un dialogue de Platon? Enfin, quand on ne sait plus quoi dire sur le contenu, on s'intéresse beaucoup voilà, faire un peu de philologie, de chercher un peu dans la manière dont c'est écrit, si c'est bien authentique ou pas authentique, surtout quand ça nous dérange. Et le Charmide est un peu dérangeant, comme en général les dialogues de Platon de jeunesse, puisque nous sommes habitués, ou en tout cas la figure de Platon que l'on a construit un peu systématique, un peu, comment dirais-je, posée, avec la notion qu'on va nous apporter une idée claire, qu'on va pouvoir remonter au concept directement, donc qu'on va pouvoir être plus intelligent en sortant la lecture de Platon. Et là, on est bien perdu dans ces dialogues aporétiques qui finissent par une aporie. C'est que comment ça, la philosophie n'a pas pour but de nous délivrer un savoir. Alors ça a perturbé les hommes de l'Antiquité, les hommes du Moyen-Âge, et ça continue à nous perturber, parce qu'effectivement c'est extrêmement dérangeant. C'est tellement dérangeant d'ailleurs qu'on en a fait un procès à l'auteur de ce type de travail, c'est-à-dire à Socrate. Il était tellement dérangeant qu'on n'a pas trouvé d'autre solution dans un monde qui est pourtant un monde de la parole, un monde où on est normalement habitué à pouvoir travailler, s'exprimer, briller par la parole. Et bien face à cette parole socratique, à un moment donné, on a attendu un peu quand même, hein, il n'était pas tout à fait jeune quand il a bu la ciguë, mais à un moment donné, on n'a pas trouvé d'autre solution que l'éliminer. Et il y a de bonnes raisons à l'avoir éliminé. C'est qu'il est énervant. Mais énervant, et si vous lisez le Charmide, ça dépend de quel côté on se pose. Il est très amusant si on se pose de son côté ou qu'on essaie de comprendre la manière dont il travaille. Mais l'ironie socratique est une ironie corrosive. Hein, même s'il va donner naissance effectivement à ces chiens ou à cette notion d'aller à l'os directement, puisque Socrate va donner naissance à beaucoup de courants différents. Ce Socrate, celui qu'on trouve dans les premiers dialogues de Platon, celui qui a véritablement initié Platon dans sa démarche et qu'on retrouve avec toute cette puissance de l'origine dans ses premiers dialogues, est celui qui fait fi complètement des apparences, bien qu'il en joue extraordinairement. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce dialogue, c'est qu'on peut se laisser prendre par la beauté du dialogue. C'est bien écrit, c'est d'une finesse, c'est extrêmement, même doux. C'est le pire. Socrate est même pas agressif.
il va dans le sens un peu de l'interlocuteur, c'est-à-dire il le ridiculise sans que son interlocuteur s'en rende compte. C'est une part d'ironie socratique. Mais pas par méchanceté, mais parce qu'il y a une double détente dans le travail que fait Socrate, puisque son but est de ramener ou de retourner la conscience sur elle-même, de faire un retournement intérieur, et c'est jamais et c'est rarement en un seul round. Hein, c'est une technique de boxe, hein, c'est la vision socratique, c'est enlève ta chemise, que nous allions au gymnase, hein, nous battre. Donc on est bien dans une bataille, on est bien dans une guerre, on est bien dans un corps à corps. Mais là, c'est merveilleux. On pourrait même imaginer que c'est un dialogue de fin de vie de Platon, plutôt que de début de vie de Platon. Je me moque un peu, parce qu'effectivement, on a tellement l'habitude de dire là, c'est très clair, c'est les dialogues de début, Platon n'a pas encore abouti, sa théorie du monde des idées, tout ça est très brouillon. Si on pense si on réfléchit à la manière grecque, l'origine, ce qu'on appelle l'arché, le principe, l'origine, le début, est ce qui contient tout. Nous, on est habitués aux histoires darwiniennes, où on dit histoires, comment dirais-je, qui évoluent, aux histoires contiennent. On est passé d'un âge à un autre, et enfin, on est arrivé au monde de la science aujourd'hui, et c'est le bonheur, n'est-ce pas, par rapport à l'évolution générale de l'humanité. On a une vision très linéaire. Cette vision linéaire s'est construite depuis longtemps, mais ça fait déjà 2000 ans, 2300 ans que ça couve. Et Platon est un peu, d'ailleurs, l'homme pivot. Je dis toujours, c'est le dernier et le premier de quelque chose. Mais si on prend Platon en tant que le dernier, c'est le dernier d'un temps où on considère que l'origine n'est pas dans le passé. L'origine est hors du temps. L'origine, c'est là où il y a... c'est avant la naissance. C'est la fameuse théorie du chaos grec, ou du noun égyptien, ou du lieu de la puissance. C'est le lieu du tout possible. Ça va beaucoup intéresser Nietzsche, notre époque, qui va apprécier avant tout ça, chez ces pré-socratiques et chez ces Grecs, cette idée que l'origine possède l'endroit du maximum de la puissance, puisque ce n'est pas encore formalisé. Les choses n'ont pas encore pris forme. Il y a l'essence. Et dans ces premiers dialogues de Platon, il y a l'essence, pour moi, de la philosophie, en termes de méthode maïeutique, en termes d'une philosophie pour se donner naissance à soi-même, pas une philosophie histoire de la connaissance, pas une philosophie pour briller dans les salons, une philosophie pour devenir soi-même. Et ce soi-même, il était à l'origine. Il était au début, il est au milieu, il est à la fin, il est toujours là, cet être. Mais il est extrêmement fragilisé parce qu'il est prisonnier des apparences. C'est la théorie de l'âme prisonnière, c'est-à-dire que cet être, cette origine, cette essence, cet arché a été emprisonné dans des formes d'espace et de temps. Et étant emprisonné par les formes d'espace et de temps, plus je m'éloigne des origines, plus je perds de puissance. Plus je retourne aux origines, plus je gagne de puissance. Alors, je vais m'arrêter là sur ce petit point sur les premiers dialogues de Platon, mais si vous voulez vraiment connaître un penseur de cette trempe, quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas forcément dans une construction de pensée où on accumule les choses les unes derrière les autres, mais plutôt dans le fait d'avoir eu la connaissance, l'intuition, le contact avec cette notion d'unité qui était présent, on pourrait dire, dès la prime jeunesse de Platon, dès son contact avec Socrate. La racine est là, l'origine est là. Et ensuite, bien sûr, on va apprécier la mise en forme platonicienne, qui va s'appliquer à tellement de domaines qu'on dit après comment penser après Platon. Il a tout traité.
On peut avoir des idées différentes, mais quand même, il a balayé un nombre de sujets qui rend effectivement la suite des autres philosophes un peu perplexes en essayant de se distinguer. Puisque ce qui va avec la théorie de la linéarité, c'est qu'en plus, il faudrait toujours faire du nouveau. Il faut toujours se distinguer. C'est jamais la problématique d'un philosophe comme Platon. Il ne cherche pas à se distinguer, on cherche à être. C'est autre chose. Se distinguer, c'est par les formes. Être, c'est par l'essence. Par ce qui est véritablement autre. Donc, cette puissance, qui est à la fois aussi le bien, le pouvoir, l'essence, cet arché, le travail qu'il va falloir faire, qui est le travail socratique, mais qui nous semble toujours un peu fastidieux, où on aurait toujours envie de passer dessus, c'est le fait qu'il faut démasquer, comment dirais-je, l'intrus. Il faut démasquer les formes, enfin, dit différemment. Il faut démasquer l'opinion qui se prend pour l'être. Il faut réussir à mettre en évidence que nous ne savons rien, mais que nous avons conscience que nous ne savons rien. C'est-à-dire que l'ignorance est pour nous vue comme une certitude, comme quelque chose de posé, de statique. C'est-à-dire, dans le fond, il faut démasquer les ennemis de la sagesse. Alors, on les a caractérisés par ces sophistes. Mais quand on entend sophiste, ça veut dire simplement tout un chacun. Puisque comme nous sommes dans l'espace et dans le temps, comme nous avons été nourris d'une culture, d'une formation, d'une mise en forme, et que nous sommes tous plus ou moins persuadés que ce que nous pensons est vrai, il suffit de faire un petit débat, mais on ne va pas faire de dialogue socratique, pour voir la difficulté qu'il y aurait pour chacun d'entre nous à reconnaître, pas qu'une grande chose, mais même une petite chose, pourrait être remise en cause, qu'on peut penser l'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable pour nous à penser? Le contraire de ce qu'on pense. Si vous voulez, non pas faire l'histoire de la philosophie, mais vraiment attaquer le travail du philosophé, prenez n'importe quelle idée que vous avez et essayez de travailler son contraire. Et vous allez voir ces résistances qui vont commencer à apparaître. Comment serait-il possible de penser l'impensable? Qu'est-ce qui est impensable pour moi? Ce qui est différent de moi. Ce qui ne me convient pas, ce qui n'est pas moi-même. Alors, Socrate est un fin limier, c'est un chasseur, c'est un poisson torpille, fin limier, chasseur, qui voit non pas l'autre en tant qu'être comme un ennemi, mais qui voit l'autre en tant que paraître comme un ennemi. Et donc, il va partir à la chasse. Socrate n'est pas du tout quelqu'un qui n'aime pas son prochain. Chaque fois qu'il a l'occasion de s'approcher, d'aller parler, d'aller discuter, d'aller chercher ce qu'il y a de profond à l'intérieur de l'autre, il sait qu'il va aider. Il est attaché par son dieu intérieur, par son daimon. Il est attaché à la cité d'Athènes pour essayer de faire réfléchir, poser des questions, amener à une connaissance plus profonde. Et il sait aussi que l'autre est celui qui va lui permettre lui-même de devenir lui-même. Parce que son premier autre, c'est sa voix intérieure. C'est le dialogue qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc le dialogue, le sens même du dialogue, n'est pas une forme littéraire. C'est la voie philosophique que nous propose Socrate. Et Platon, évidemment, à travers le Socrate réinventé par Platon. Donc, il faut démasquer les ennemis de la sagesse, le monde des apparences, le confort, parce qu'on aimerait tellement dans ce dialogue qu'enfin on nous donne une petite définition à apprendre par cœur sur ce qu'est, par exemple la semaine dernière, le courage. Comment éduquer mes fils? Comment éduquer mon fils? Bon, si je pouvais le mettre dans un maître d'armes, pof, 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 qui lui transmette le courage en intraveineuse directement, une petite technique. Proposez-moi un week-end pour devenir philosophe. Le week-end maïotique. Vous rentrez, vous accouchez, le lundi, c'est super. C'est la Renaissance, la nouvelle jeunesse, ça remplace toutes les crèmes, tous les éléments contre les vieillissements, ça tue les rhumatismes, mentaux surtout, enfin, extraordinaire. L'accouchement sans effort. C'est grosso modo ce que proposent les 3/4 des voix. Les 99% des voix. Dans quel sens?
Pas forcément des philosophes eux-mêmes qui le disent, mais de ceux qui les lisent. On cherche quoi? Si jamais ils pouvaient faire cet effort pour moi, s'ils pouvaient me donner une idée sur cet élément sur lequel j'ai pas d'idée, et j'ai surtout pas envie de dire que j'ai pas d'idée, ce qui serait le début de la sagesse. J'ai surtout pas envie de dire que je sais pas. Donc, comme j'ai surtout envie de dire que je sais, puisque le pouvoir depuis bien longtemps, et la Grèce, est basé sur le savoir, je suis ce que je sais. Le sophiste capable de répondre à tout. Bon, mais le politicien ou l'homme de la rue actuel, c'est un peu la même chose. Il faut qu'il soit capable de répondre à n'importe quelle question, à n'importe quel moment, parce qu'on cherche un savant. Enfin, de moins en moins, mais... Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas savant, ensuite on s'est rendu compte que c'était pas facile de prendre en plus après quelqu'un qui est un chef d'entreprise, donc on ne sait plus quoi prendre. Ni un savoir-faire, ni un savoir tout court, donc on est un peu dans la période socratique, on se dit, du coup, vers quel saint se vouer? Vers nous-mêmes, c'est ce que nous propose... il faut devenir le président de soi-même, le maître de soi-même. Mais pour ça, il faut passer par cette période extrêmement difficile qui est effectivement de sortir du confort, du prêt-à-penser. Et je pense que c'est là où Platon est le plus efficace. Et c'est là où je pense que le philosophe est le plus efficace. C'est que quand il arrive avec génie à nous vendre un dialogue, enfin il ne vend rien, il n'y a pas d'éditeur à l'époque, mais nous vendre une philosophie, quelque part nous vendre dans le sens de nous faire adhérer à un dialogue, voire de nous faire venir discuter avec lui sans nous donner aucune réponse, en arrivant à une aporie, à un non-sens. Ça, c'est le grand art. C'est le grand art. Après, comme il faut quand même faire école et un peu de commerce, on essaye d'apporter un peu de prêt-à-penser, parce que face à la vindicte populaire, on dit bon, on va quand même vous dire une belle petite définition de la justice, une belle petite définition du courage, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, une définition de la sophrosune. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a traduit ce titre de dialogue du Charmide comme, on aime bien, surtout les Romains, ils aiment bien, ou de je sais pas trop quoi, parce que comme Charmide ça veut rien dire pour eux, c'est pas un nom commun, c'est un truc un peu vieillot, je sais pas comment on dirait, je sais pas qu'il n'y a pas de Gertrude dans la salle, mais le dialogue de Gertrude. Bon, Gertrude ça fait longtemps, il n'y a pas de Gertrude, j'espère. Non, ça va, bon. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'appelle plus les gens Gertrude, donc Charmide, pour un Romain, ça veut pas dire grand-chose. Donc, ils ont eu besoin, en général, ces Romains, de donner quelque chose qui permettait de comprendre à un esprit romain moins fin qu'un esprit grec. J'espère que j'ai pas de Romains dans la salle. Je n'ai que des Celtes, Grecs, Marseillais, pas trop d'Aixois non plus, ville romaine. Bien. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, c'est faux de traduire ce dialogue par de la sagesse ou de la sagesse morale. C'est plus réaliste de traduire ce terme par tempérance. Ça ne nous avance pas beaucoup parce que tempérance, à part les amoureux de la sagesse qui tous les matins se disent « il faut que je sois plus tempérant », bon, je sais que dans votre cas, c'est assez classique, mais pour le commun des mortels, tempérant n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement usité au niveau de notre langage. Donc, sagesse morale, faite de fermeté, de générosité, de modération. Équilibre entre vertu affective et vertu intellectuelle. C'est ça qui est intéressant dans les fameuses vertus cardinales, qui vont devenir cardinales. Chez Platon, c'est cette idée que la tempérance est comme le courage d'ailleurs, comme la sagesse, sous la forme d'harmonie, d'équilibre, sont des vertus qui sont à appliquer au monde affectif. La vertu, c'est un pouvoir, c'est un pouvoir de l'être, c'est un pouvoir de l'âme. La vertu d'un ciseau, c'est couper, comme on dit toujours. La vertu de l'être humain, normalement, c'est de pouvoir être tempérant,
courageux, sage, et développer cette forme de justice ou d'harmonie. Bon, c'est pour résumer, hein. Mais elle s'applique toutes à l'affectif. Et c'est ça qui est très intéressant de ne pas, sur le titre d'un dialogue comme celui-là, parce qu'on pourrait dire, nous, dans notre traduction, quand on dit de la sagesse, c'est donc du mental dont il est question. Hein, c'est donc de la connaissance. Et d'ailleurs, l'interlocuteur va tomber dans le piège, il va chercher la science de la science dans ce dialogue. Hein, il va chercher l'élément le plus éloigné des émotions, des sentiments, des passions, instincts. Et c'est pas le même domaine. Socrate, lui, il s'intéresse au fait de pouvoir faire que notre apparence puisse laisser s'exprimer notre être. Il faut que les barreaux de la cage puissent s'écarter un peu pour que l'être qui est à l'intérieur, ce que nous sommes nous-mêmes, réellement, nos vertus, ce qui nous fait réellement être humain, puisse s'exprimer et agir. Et donc, quand on parle de vertu, on ne parle pas de connaissance. On parle d'outils de maîtrise. On parle d'outils qui vont engendrer une discipline de vie. J'insiste là-dessus parce que, bon, quand vous lirez le Charmide, ce n'est pas tout à fait évident que ce point-là soit mis en avant. Donc Socrate, par rapport c'est pas non plus une révélation, c'est connu, hein, dès qu'on remonte un tout petit peu d'étymologie, de faire ce travail. Mais c'est important de se le rappeler, puisque, en fonction de l'introduction, vous aurez ou non cette petite mise en garde. Petite mise en garde qui est liée effectivement au fait que la sophrosune, c'est la notion de régler les désirs et les passions. Alors, c'est intéressant, puisque la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous avez travaillé sur le Lachaise, donc sur Andreia, c'est-à-dire le courage. C'est-à-dire, il faut régler quoi? Le cœur. Thumos. Il faut régler le cœur. Hein, puisque les dialogues de Platon ont pour but de mettre le doigt sur ce qu'il faut travailler. C'est beaucoup plus important que nous dire exactement ce que sont le courage ou la tempérance, mais plutôt de dire ce que ça doit engendrer. C'est plus important de savoir ce qui est engendré que de connaître tous les tenants et les aboutissants, les parents, les grands-parents, la filiation de la chose elle-même. Ça va être une partie du dialogue là-dessus. L'un va beaucoup s'attacher à savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette sophrosune, et il va la retourner sur elle-même, c'est la sagesse de la sagesse, la science de la science, et ça y est, on est parti, et là on commence à se dire, je comprends plus rien. Et Socrate non plus, il n'a pas envie de comprendre du tout. Il s'amuse dans son interlocuteur, qui fait quoi avec la sophrosune? Il fait de l'intellectualisme, on pourrait dire. Non pas que l'intellect n'a pas d'importance dans la voie de la sagesse, mais ça a de l'importance si ça nous sert à devenir sages. C'est-à-dire, l'intellect est utilitaire, comme la tempérance est utilitaire. Il n'y a pas à faire une religion de la tempérance. Puisque c'est un pouvoir, il faut l'utiliser. Et c'est là où il y a la grande séparation, qu'on voit très bien quand on lit le dialogue paisiblement, quand on ne se laisse pas prendre par les interlocuteurs de Socrate, qui tentent à chaque fois de nous amener au fait que ce qui serait le plus important, c'est de définir sophrosune, savoir exactement qu'est-ce que c'est, etc. Mais c'est la meilleure manière de ne jamais l'appliquer. C'est ça qui est fantastique. Dès qu'on est en train de discuter sur le pourquoi, du comment de la chose par rapport à la chose elle-même, on rentre en théorie. Donc, rentrant en théorie, je n'ai pas à rendre compte de ma manière de vivre. Je n'ai pas à rendre compte de mon utilisation. Donc, je peux
travailler dans le monde de l'apparence. Bon, c'était purement pour les Grecs à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes très loin de tout ça. Mais enfin, au cas où, il faut le rappeler, par rapport à la philosophie et au côté irritant de ce Socrate, c'est qu'il n'en loupe pas une, comme on dit, pour nous ramener à nous-mêmes. Toujours se rappeler le travail socratique, la maïeutique, on n'est pas le père, on n'est pas la mère. On est celui simplement qui met la personne face à elle-même. Et quand elle est bien déstabilisée, en fait de se voir elle-même, on n'a rien fait, on a juste constitué avec la distance nécessaire. C'est pas qu'on n'aime pas l'autre, mais pour faire ce travail-là, il faut prendre une distance nécessaire et monter un miroir. C'est-à-dire que par rapport à chaque mot que la personne va vous dire, vous allez construire, avec son propre langage, vous allez lui mettre face à ce qu'elle est en train de dire et les conséquences de ce qu'elle est en train de dire. Et c'est ça qui est profondément irritant. Parce qu'on chercherait, dans la figure du philosophe, celui qui va nous dire ce qu'il faut penser, qui va nous dire ce que c'est que la sophrosune. Parce que quand même, si Platon fait un dialogue, il appelle ça le charmide, et les Romains après nous disent que ça va être du courage, nous on le prend, on dit, de la tempérance, nous on prend cet élément et on se dit, super, très bien, enfin je vais savoir ce que c'est que la tempérance. Et c'était un exercice pour devenir tempérant. Zut alors. C'était une salle. Moi j'attendais une bibliothèque, on m'a proposé une salle de sport. Ennuyeux, non ? Je ne vais pas lire ce que c'est que le judo, le karaté, ou la gymnastique, ou la lutte grecque. Il va falloir rentrer dans le gymnase et lutter. Ou fuir, ce que font les 3/4 des interlocuteurs de Socrate. Quand je suis dit 3/4, c'est qu'on ne connaît pas tous ceux qui ne sont même pas venus discuter. On voit juste ceux qui repartent assez rapidement, et assez furieux d'ailleurs. Enfin, tellement furieux qu'ils lui font quand même quelques procès. C'est assez commun. Donc, vertu qui consiste à régler les désirs et les passions. Donc, Sophrone est un homme sage, prudent, avisé, c'est-à-dire c'est celui qui a prise sur ses émotions. Et les émotions principales sur lesquelles il doit avoir prise, c'est celle de la convoitise. Il y a une espèce de hiérarchie entre le courage et la tempérance dans les vertus cardinales. Le courage dont que vous avez pratiqué la semaine dernière, plus que vous avez appris grand-chose sur le courage, et que vous avez pratiqué cet élément de courage dans ce gymnase auquel Socrate se trouvait par hasard, entre guillemets par hasard, où il fallait régler le cœur, le thumos. Là il faut régler epitumia, c'est-à-dire il faut régler le désir. Là on est dans le ventre, on était dans le cœur, aujourd'hui dans la problématique du ventre. Puisqu'on situe comme ça ce sur quoi il faut travailler sur des parties de nous-mêmes. La semaine dernière, le courage, c'était le cœur, thumos. Là, on est dans epitumia, on est dans le ventre. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés pour pratiquer la tempérance sur le ventre. On verra le résultat à midi. Ou à la pause déjà, sur la résistance ou la tempérance sur les gâteaux au chocolat. Bien. Donc on va travailler sur les instincts, la convoitise, mais aussi sur une chose plus subtile, mais il se garde bien de nous donner toutes les clés, Socrate, puisqu'il faut qu'on fasse un peu de travail par nous-mêmes. On va devoir travailler sur la modestie. Puisqu'il y a un lien entre ces désirs, cette convoitise, et on pourrait dire le travail d'humilité qu'il nous faut faire. Et il va nous camper des personnages qui en manquent légèrement de modestie et d'humilité, donc qui sont assez pris en fait, ils sont censés parler de tempérance, et ils nous campent des personnages intempérants. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous campent des personnages intempérants, très socialisés. C'est-à-dire que cette tempérance n'apparaît pas
dans sa forme réelle, initiale. Elle apparaît sous sa forme voilée. Donc, entre autres, je viens de la famille un tel, je suis de telle lignée, je suis entouré de telle ou telle personne, j'ai dans mon carnet d'adresses tels ou tels amis, je peux me mettre en avant par rapport à la galerie de portraits. C'est merveilleux, comme si la philosophie, là ça passe pas en intraveineuse, ça passait à travers les chromosomes. C'est intéressant cette idée. Il y a le chromosome du voleur, il y a le chromosome ou l'ADN du philosophe. Ce serait génial, vous imaginez, on fait un peu de trafic du génome, et ça y est, on est directement sage. Pour les paresseux, qui représentent à peu près nous tous dans l'humanité, c'est un doux rêve, même si on ne se l'avoue pas. Si nous pouvions devenir sages, avec une crème, ou avec éventuellement même un gâteau au chocolat pour la pause, en pleine intempérance, je vais pouvoir manger, prendre quelque chose et devenir, me transformer par rapport à ça. Zut alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais il y en a, ils y croient. Et a priori, les contemporains, une partie des contemporains Socrate, pensent que c'est possible. D'ailleurs, pourquoi on paye à prix d'or des savants, qu'on appelle parfois sages, pour transmettre en intraveineuse aux jeunes diplômés ou non diplômés, enfin aux jeunes des grandes familles athéniennes, la sagesse. Donc on est bien persuadé que ça peut se transférer, comme une connaissance se transfère. Et Platon, qui est un très fin limier, avec Socrate, va régler plusieurs, entre guillemets, va mettre sur sa scène de théâtre pas mal de choses en même temps. Alors, comme toujours dans les dialogues de Platon, ça peut passer très inaperçu. Puisqu'au démarrage, il va nous mettre Charmide et Critias dans le dialogue. Et qui sont ces personnages? Parce qu'ils sont connus des Athéniens, ces personnages. Eh bien justement, ils sont connus pour ce sur quoi il va un peu les railler. Mais il va s'amuser, il va prendre Charmide jeune. Alors comment il va le prendre? Il va le prendre jeune, extrêmement beau, puisque le grec est fasciné par la beauté. Comme je dis toujours, j'ai proposé, peut-être la faire bientôt, une conférence à la mairie de Marseille sur, pour Marseille, le beau, le bon. Et ben je me suis arrêté là dans ma proposition parce que j'ai cherché. Et le juste, il a fallu que je remonte loin. Mais la base du monde grec, c'est le beau. Si en plus il peut être bon, c'est bien. Mais la justice, j'ai beau chercher, je cherche. Donc si vous avez de la bibliographie sur le fait que le beau engendre obligatoirement le bon et le juste, ça m'intéresse beaucoup. Le beau, de temps en temps, engendre le bon, mais c'est pas gagné non plus déjà. Disons, on a une espèce de raccourci, pas simplement dans notre sud à nous, dans les suds en général, et dans la Grèce en général, c'est que si c'est beau, c'est bon. Et si c'est beau, c'est sage. Parce que je ne vais pas dire simplement que je suis attiré par un beau corps ou une belle forme, vous comprenez, ça ferait un peu léger dans les salons, bien qu'aujourd'hui, ça suffise pour qu'on vous trouve sage. Mais enfin bon, à cette époque-là, on met la barre un petit peu plus haut que le beau corps. On dit oui, il est beau, mais en plus, quelle belle âme. Alors, c'est toujours la grande question de où on met l'âme. J'avais c'était un dominicain comme ça qui était à la Sainte-Baume comme ça, qui nous parlait de la beauté, de la belle âme, et plus il nous parlait de la belle âme, plus il se penchait sur le décolleté de ma voisine. Je me suis dit, je sais enfin où est la belle âme. Où on peut confondre la belle âme. Où sont les belles âmes? Dans le décolleté de ma voisine. Bon, je ne sais pas s'il a fini, s'il n'avait pas fait ses vœux encore définitifs de dominicain, mais je me suis beaucoup inquiété pour lui.
sur la voie qu'il avait choisie par rapport à où il imaginait qu'était la belle âme. Bon, blague mise à part, il est clair qu'il est plus facile de donner ou d'imaginer une belle âme à un beau corps qu'à un Socrate, comment dirais-je, qui a priori avait surtout une beauté intérieure. Nous ne dirons rien d'autre. Mais ce qui rassure toujours tous les philosophes comme moi, c'est-à-dire qu'on a une chance hein, avec la beauté intérieure. Donc, il nous positionne évidemment un monde de beauté où Charmide, jeune homme, qui va rougir même dès qu'on va lui parler de sagesse ou qu'il est sage, vous imaginez, hein, quelle pureté, ce beau jeune homme. Aujourd'hui, on rougit de plus grand-chose, mais à cette époque-là, même quand on lui dit qu'il est sage, il en rougit. Hein, tiens, il nous montre quelque part cette forme d'innocence qu'on prête à la jeunesse, avec Charmide, cette jeunesse qui a un tout possible, qui a un avenir devant elle, qui peut encore véritablement se construire là-dessus, alors que Charmide, dans la tête d'un grec, c'est un homme qui va être gouverneur au Pirée dans la tyrannie des 30. C'est-à-dire qu'il ne situe pas son dialogue à son propre époque, mais Charmide est grosso modo, dans une partie de l'esprit athénien, un tyran, mais pas un tyran, ça peut être bien vu en Grèce, ça peut être simplement gérer le pouvoir, mais là, un méchant tyran. Hein. Le papon du coin, hein, celui qui va dénoncer les bons Athéniens, les mauvais Athéniens, enfin, il y a du sang sur ses mains. Mais à l'époque, il le prend jeune, pur et innocent. Extraordinaire. Ça peut paraître une blague socratique, où Socrate lui-même est attiré par les beaux corps et les beaux jeunes hommes. Hein, ça commence toujours comme ça. Puisqu'on traduit toujours comme ça. Mais Socrate, il est peu attiré par les beaux corps. Tout de suite, il est attiré par la philosophie, c'est-à-dire les belles âmes. Si le beau corps contient une belle âme, c'est intéressant. Mais il est dans un contexte où la seule chose qui nous intéresse d'emblée, c'est les beaux corps. Comme la femme est relativement inexistante dans ces dialogues et dans ce monde, pas pour Platon, hein, qui n'est pas si misogyne qu'on pourrait imaginer, non, au contraire. Il n'y a pas de différence pour lui fondamentale entre les deux, l'homme et la femme, par rapport à l'être, ou à l'âme. Mais il est obligé de quand même faire des dialogues pour ses contemporains, où il ne pourrait pas faire intervenir une philosophe, c'est assez peu inimaginable. Donc il fait apparaître ces hommes très soucieux de l'apparence, de leur apparence, mais sous une forme très innocente. Quand c'est petit, c'est joli. Hein, je dis toujours, le petit crocodile, oui, il est mignon, il est mignon, le petit lion et tout, quand ça grandit. Donc tout ce qui est petit est mignon, et tout ce qui est jeune est beau et innocent. Alors ça, Platon comme Socrate en rit sous cape, mais il joue sur les présupposés assez communs de l'humanité. Donc il nous montre deux formes de la tyrannie. La tyrannie avant qu'elle se soit exprimée, dans la jeunesse de Charmide, et la tyrannie déjà relativement bien exprimée chez Critias. Mais il nous manque les deux formes pour nous donner une clé sur le fait de ne pas se laisser avoir par les apparences. Un, parce qu'il faut commencer à travailler très jeune la possibilité de devenir tempérant. Et deux, c'est pas parce qu'on est en contact avec des hommes sages comme pour Charmide ou comme pour Alcibiade, hein, dans les autres, on pourrait dire déceptions socratiques, ou en tout cas volonté socratique d'essayer de faire des jeunes gens et des meilleurs de son âge des philosophes, il n'y a aucune garantie de pouvoir les transformer. Puisque à la fin du dialogue, Charmide va vouloir devenir disciple de Socrate. Socrate va réussir son coup dans le sens d'essayer de rapprocher le futur tyran éventuellement d'une possibilité de ne pas devenir tyran. Mais avec tous les gants nécessaires, puisqu'on travaille l'histoire faite, hein, sur le fait que c'est pas parce qu'on devient disciple de Socrate qu'on devient sage. Mais Socrate doit faire le maximum pour essayer de rendre sages ceux qui auront le pouvoir dans son temps. En tout cas, c'est comme ça que Platon va nous le décrire, puisque Platon aurait pu devenir l'un des hommes politiques les plus influents d'Athènes, il ne faut jamais l'oublier. Il va, à la fois pour des raisons historiques et en même temps pour des vrais choix,
décidé que l'éducation remplacera son engagement politique. Donc il faut rendre les dirigeants plus justes, à défaut que les dirigeants soient eux-mêmes des philosophes. Il faut essayer de les tempérer. Donc Critias, le tuteur, c'est aussi des gens de la famille de Platon. Platon est dans les plus grandes familles d'Athènes, donc sont deux oncles de Platon, en fait. L'un du côté de sa mère, l'autre du côté de son grand-père, à la méthode bretonne, comme on dit. Enfin bon, voilà, c'est des histoires de famille. Donc c'est des personnages très connus, comme Platon est un personnage connu d'Athènes, avant même qu'il commence à écrire. Là-dessus, c'est un personnage en vue, de grande famille. Donc il va mettre en place sa famille, grosso modo, et il va véritablement démonter un par un les boulons sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc, la figure au démarrage qui va apparaître sont la figure d'homme de valeur. Le dialogue commence, on fait des allers-retours, la fin du dialogue au début pour situer le contexte. Le dialogue commence avec ce qui peut sembler toujours une anecdote, mais qui n'en est pas une. Socrate revient de la guerre. C'est une guerre qui a duré 2 à 3 ans. Et on l'oublie parfois, Socrate est reconnu, et on écoute, vous en avez entendu parler la semaine dernière, dans le sens où ces hommes d'armes, ou l'un des interlocuteurs dans le Lachaise, dit Platon, moi je sais au moins que tu ne fais pas tourner les mots dans ta bouche pour t'amuser par le langage, parce que on t'a vu, je t'ai vu, ou des amis très proches t'ont vu sur le champ de combat. Tu ne recules pas, tu es un homme courageux, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des difficultés, tu gardes toujours ta bonne humeur, tu es un homme capable de sauver tes proches, il va sauver Alcibiade, l'homme et les armes d'Alcibiade. Enfin, Socrate est reconnu par rapport à une vertu très importante pour le grec, le courage. Et il est reconnu pour sa tempérance aussi. C'est-à-dire qu'il ne perd jamais le contrôle de lui-même, même face au pire danger, où l'envie de lâcher les armes et de partir en courant est puissant. Parce que il faut que le corps puisse obéir au fait que peut-être il va y rester. Donc, Socrate est reconnu pour celui qui recule sans jamais tourner face à l'ennemi, même quand il doit reculer, parce que dans certaines batailles, on doit reculer. On le voit comme le héron, qui donne des regards à droite à gauche, toujours pour protéger à la fois les siens, ses camarades d'armes, avoir une immense concentration sur le champ de combat. C'est-à-dire que les vertus philosophiques d'attention, concentration, il les met en pratique. Donc c'est un praticien, Socrate. C'est pour ça qu'il est très ennuyeux, parce qu'il a la légitimité morale, ce qui est très important pour un grec. Il va faire 3 guerres, Socrate. Bon, il ne faut pas faire une comme ça, à 15 jours, histoire de dire j'ai fait la guerre, ou de se faire parachuter sur un front, tel le nouveau philosophe, qui participe au conflit du monde, au cœur du risque. Bon, lui, il les fait, les conflits. Je dire que défendre sa cité, Athènes, n'est pas simplement défendre les âmes d'Athènes, c'est aussi défendre les corps d'Athènes, être au service de sa cité, ne pas avoir peur de mourir pour la cause commune. C'est plus forcément d'une grande actualité, mais pour un grec, ça a du sens. Pour d'autres aussi, à travers l'histoire. Donc, quand vous revenez de 3 ans de guerre, vous revenez dans votre cité, entre 2 ans et 3 ans, il repasse vers les lieux qui sont, pour lui, synonymes de stabilité, les lieux auxquels les valeurs pour lesquelles il a combattu sont présentes. Donc, il fait, on pourrait dire, son petit pèlerinage, puisque vous comprenez que revenir de la guerre, ça veut dire revenir du monde des morts aussi. Beaucoup d'amis, beaucoup de camarades morts. C'est pas des guerres par drone interposé, c'est du direct. Donc il faut imaginer il positionne cet homme, il faut imaginer cet homme avec une certaine gravité, qui arrive dans une société athénienne qui reste toujours volage, prise par les apparences, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait la guerre
sont dans leur propre guerre. De quoi? De pouvoir. Hein, de celui qui va être nommé, celui qui va être renommé, celui qui va être mis en avant, celui dont on va vanter telle ou telle chose. Quand vous revenez de la guerre, vous avez vu la mort en face. Il y a certaines choses qui sont un tout petit peu plus diffuses sur ce fond de la caverne où on se bat pour savoir qu'est-ce qui va apparaître en premier sur le fond de l'écran, hein, dans le monde de l'illusion, où on prend des choses très importantes, ou absolument peu importantes, pour des choses très importantes. Hein, on prend des bagatelles pour des problèmes immenses. Donc il arrive, il fait son pèlerinage, et c'est comme ça que commence le dialogue, c'est très, très posé, très, très calme. Et puis des hommes viennent le voir et disent « Ah, Socrate, quelle joie de te voir !» Et Socrate répond de manière très simple. L'interlocuteur fait des phrases de 3-4 lignes, et Socrate répond « Oui, non, oui, je suis heureux d'être là. Beaucoup d'hommes sont morts là-bas. Oui. » Bon, mais il se remet dans la vie sociale peu à peu, et il est naturel que si on lui demande des nouvelles sur le front, il s'assoit à une table, puisque ce sont ses amis. Et il doit faire son travail aussi de celui qui doit raconter ce qui s'est passé, où on en est par rapport à ce conflit, à cette guerre, donner des nouvelles de ceux qui sont encore vivants, ceux qui sont morts. Enfin, ça commence dans cet élément-là. Et évidemment, à l'une des tables est assis l'archétype de ce que je vous ai décrit un peu tout à l'heure, Critias, qui lui, la guerre, ça l'intéresse peu. Et Socrate a le flair de sentir ce qui intéresse ou non un interlocuteur. Donc, quand ce Critias commence à prendre la parole, la première question que va poser Socrate, c'est bon, et où en est-on de la philosophie à Athènes? C'est-à-dire que le combat qui reprend, il change de terrain de combat. Le combat qui l'intéresse, du coup, maintenant, ça va être le combat de la philosophie. Quand nous eûmes assez parlé de la guerre, je les questionnai à mon tour sur ce qui se passait à Athènes. Où en était à présent la philosophie? Après, il enrobe ça dans un langage compréhensible pour son interlocuteur. C'est-à-dire, pour son interlocuteur, la philosophie, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, ou la tempérance, ça ne veut pas dire grand-chose. Sophrosune, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il dit oui. Et parmi les jeunes gens, y en a-t-il qui se distinguaient par leur savoir? Alors j'imagine qu'il regarde son interlocuteur, ou par leur beauté. Alors là, tout de suite, son interlocuteur, son regard s'éveille. Hein, ah oui, par leur beauté, là, j'ai quelque chose à te répondre. Alors Critias, tournant les yeux vers la porte et voyant entrer quelques jeunes gens qui se disputaient, et derrière eux une autre bande, « Quant au beau garçon, Socrate, me dit-il, je crois que tu vas être renseigné tout de suite, car ceux qui entrent sont les précurseurs et les amants de celui qui, à présent du moins, passe pour le plus beau. Et je suis sûr que lui-même n'est pas loin, et qu'il vient ici. » « Qui est-ce ? demandai-je. Et de qui est-il le fils? Alors ça, c'est extraordinaire. Là, Socrate, sous la plume de Platon, commence à déployer son génie socratique. C'est-à-dire, bon, revient de la guerre et autres, ça y est, il a réatterri, il demande des nouvelles de la philosophie, on lui parle des beaux gosses d'Athènes, et là, il comprend tout de suite son interlocuteur, il le connaît, il dit, bon, voilà. Qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Parce que si vous voulez parler de philosophie, comme en général, ça intéresse l'âme, mais celle qui est prisonnière derrière les apparences, plus la personne qui est en face de vous a des apparences, ou tient à ses apparences, plus il va falloir jouer sur les apparences pour pouvoir avoir une chance de dialoguer avec l'être. Et pour ça, il va falloir passer par 2 opérations. L'opération miroir, pour que l'apparence, se voyant en tant qu'apparence,
et perdant la face, soit partent en courant, soit lâchent prise. Et en même temps, du coup, créer une faille, une technique de guerre, il faut créer une ouverture, faut créer une brèche, pour pouvoir, à travers cette brèche, avoir une chance éventuellement, si la personne n'est pas complètement sclérosée, de pouvoir parler à son âme immortelle. Voilà la technique socratique. Mais le génie est le suivant. Et bon, Critias, très bien, c'est tout le problème et la joie sur lequel il faut beaucoup s'aimer soi-même et aimer l'être humain pour pratiquer ce genre de discipline. Parce qu'autrement, c'est du cynisme. Il ne faut pas se tromper. En philosophie, il faut d'abord un grand cœur. C'est pour ça que c'est philosophos, amour de la sagesse. Si je n'aime pas l'humanité, si je n'aime pas moi-même, si j'aime pas l'autre, là, le jeu est cruel, cynique. D'ailleurs, c'est ce qu'on critiquera toujours de Socrate. On va dire, Socrate, tu n'as pas de cœur. Et si, Socrate a un tel cœur il s'offre pour sa cité, il s'offre pour ses citoyens, il s'offre pour l'autre. Il donne sa vie pour sauver les uns et les autres, même sur le champ de combat. Donc, dire que Socrate n'a pas de cœur est une vision de quoi ? De l'homme attaqué, qui en plus ne voudrait pas imaginer qu'il a été mis à nu par un homme avec du cœur. Ce serait quand même terrible. Il faut au moins être mis à nu par un barbare. Puisque ça me fait tellement mal d'être à nu, qu'il faut qu'au moins il soit méchant, l'autre en face. Donc ce Socrate dit très bien, cher Critias, qui j'ai en face de moi ? Je vous fais une petite interprétation derrière les lignes. J'ai en face un Critias qui a l'air très intéressé pour me présenter ce jeune homme. Ben évidemment, c'est le tuteur du jeune homme. Donc ça existe, et c'est assez commun, cette notion de dire, ben voilà, je suis grand puisque mon pupille, celui dont je m'occupe, est sage, il est beau, il est sage. Et moi, je suis son tuteur. Et donc, Platon, avec beaucoup d'éléments, en même temps qu'il voit arriver, il est le fils de qui ? Parfois, il y a des philosophes, je ne citerai pas leur nom, qui n'ont rien compris, au moins à ça. Heureusement, il y en a d'autres qui ont compris. Et après, on est toujours content de dire « moi, j'ai compris ». Bon, non, j'ai rien compris, mais enfin, ce que j'ai compris, moi, on va dire ça plus tranquillement là-dessus, c'est que ça y est, le jeu commence. Le jeu du chasseur. C'est-à-dire le jeu de dire « il faut faire avancer la proie ». Donc, ce qui est important pour toi, c'est les honneurs, la famille dont tu viens. Et c'est parti. Socrate prend son violon. Oh, oui, alors tu es fils de qui ? Ah bon, extraordinaire. Ta mère, mais je l'ai bien connue, femme extraordinaire. Ton grand-père, quel homme, quelle noblesse. Toi qui es le fils d'un tel, de la famille, machin. Mais tu dois être la merveille de la nation, ta sagesse, ta grandeur. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est la double détente. Les trois quarts de ce qu'il est en train de faire là, c'est parce que son ennemi principal, celui qui doit démasquer le plus, c'est Critias, pas ce jeune homme. Que, pour l'instant, pas du tout le tyran qu'il va devenir. Il est encore formable. Il a une double stratégie. D'abord, aller voir les jeunes gens, parce qu'il faut essayer de sauver les âmes. Pas à la manière religieuse, mais à sauver les âmes dans le sens de les amener à se penser elles-mêmes, à se remettre en cause, à se maîtriser elles-mêmes, à travailler sur les passions ou autres. Donc, plus on les prend jeunes, mieux c'est. C'est ce qu'on va dire dans le procès de Socrate. Il utilise, comment dirais-je, sa force de persuasion pour détourner la jeunesse. De quoi ? De la société de consommation de l'époque, ou de la société de pouvoir de l'époque. Et par rapport à ça, donc il faut attaquer très jeune. Ça, c'est une stratégie socratique. Mais en même temps, il faut pouvoir faire que ceux qui s'occupent d'eux, les parents ou les tuteurs ou autres, il faut les mettre dans sa poche aussi, parce qu'on ne peut pas travailler avec le jeune si on n'a pas l'accord du tuteur. Et tout le dialogue, pour une partie des stratégies socratiques, c'est d'obtenir l'accord du tuteur, en l'ayant mis au tapis. Donc la seule manière au tuteur de garder un peu de prestance, c'est d'accepter que Charmide puisse devenir le disciple de Socrate. Donc il ne faut pas froisser le tuteur, même s'il le roule 30 fois dans la farine, l'autre ne s'en rend pas compte. Il prend toujours un air « oui, d'ailleurs c'est ma faute ». Socrate dit « oui, on n'a pas trouvé, mais je me suis trompé, j'étais un mauvais enquêteur ». Il se roule lui-même
dans la boue ou autre, « Regarde comme je suis moche » pour surtout pas voir que celui qui s'est roulé dans la famille, c'est toi, dans la farine, c'est toi, mais bon, c'est pas grave. Il utilise toute la panoplie. On retrouve jamais, dans les dialogues qui vont suivre, autant de stratégies socratiques et autant cette ironie socratique. Là c'est le summum. La preuve en est, un certain nombre de philosophes, même contemporains, n'ont pas vu cette blague socratique. Ont cru ce qui a été dit. Et pourtant, les ficelles sont lourdes. Ils ont même traité Platon, dans ce dialogue-là, de noble, comme quoi il prenait les choses de haut, que lui-même voulait se mettre en avant par rapport à sa famille, en mettant des gens de sa famille et tout. Non mais de la mauvaise foi, il y en a partout. Méfiez-vous, quand vous voyez marqué philosophe, méfiez-vous, ce sont souvent les plus grands menteurs. Menteurs. Ceux qui prennent, ou ceux qui utilisent, manipulateurs, d'eux-mêmes en premier. Ils ont besoin de croire ce qu'ils ont envie de croire. Mais ils le font avec panache, comme ces sophistes. Simplement à cette époque, où grâce à Platon, on les a appelés sophistes, aujourd'hui, on en appelle encore un grand nombre philosophes. J'ai pas de compte à régler, mais je me fais un peu socratique pour parler de Socrate. Donc, et voilà, merveilleux, il l'emmène, et ta famille, et ci, et ça, d'une beauté admirable, que tous les hommes me semblaient pris de lui, etc. Bon, fabuleux. Il les encense, mais en gardant vraiment une stratégie très claire. Et il utilise une ruse merveilleuse. Merveilleuse. Il entend dire par Critias que Charmide a de temps en temps mal à la tête. Je veux dire, c'est complètement banal. Qu'est-ce que vient faire ce mal de tête? Socrate, génial. Il a mal à la tête. J'ai un remède. Hey, si vous voulez amener quelqu'un à philosopher, je reste fasciné. Je suis tellement loin de cet art qu'on me voit tellement arriver avec mon char lourd quand je veux faire de la philosophie par rapport à la connaissance de soi, à la remise en cause, que les gens partent en courant. Donc là, j'admire ce Socrate-là, qui dit non, il faut y aller très doucement au début, pour attirer dans le filet de la philosophie, avec son consentement, sans manipulation autre que la personne elle-même s'imagine. C'est pas qu'on va lui dire une chose pour l'amener à une autre. C'est qu'on va lui dire une chose en montrant très rapidement la perspective de ce qu'il y a derrière. Et là, Platon et Socrate nous livrent deux grandes clés. Il a la mal à la tête, très bien. Grosso modo, on peut amener à la philosophie à partir de n'importe quel sujet. Ça, c'est la force. C'est pas le sujet qui fait le fait d'être philosophe, c'est le cheminement. Ce que va inventer Platon au niveau philosophie, c'est que la philosophie, c'est pas une connaissance, c'est un travail, c'est un mouvement, c'est un entre-deux. C'est pour ça qu'on est amoureux de la sagesse. On n'est pas sage, mais on n'est pas non plus statique dans notre ignorance que l'on prend pour de la vérité, que nos opinions soient vraies ou soient fausses. L'important, c'est d'être en mouvement. L'important, c'est d'être capable de se remettre en cause à chaque instant pour aller de l'avant. C'est l'attitude qui compte. C'est pas le statut de la vérité, ce que l'on va voir. Je me répète un peu, mais il y a parfois besoin pour chacun d'entre nous, parce qu'on s'est éloigné de cette vision philosophique. Trois principales choses sur lesquelles on accuse toujours Socrate. Tu me veux du mal. Tu me fais dire ce que je ne veux pas dire. Alors ça, c'est classique. Pour ceux qui voudront venir pratiquer un peu du sport, du dialogue, que nous faisons assez régulièrement dans cette école, c'est assez courant. Mais tu me fais dire ce que je ne veux pas dire. Ou bien sûr, tu tailles en pièces mon discours. Mon discours, à moi, mes idées à moi. C'est-à-dire que, évidemment, le job est de faire abandonner l'hypothèse initiale de l'interlocuteur. Ça peut sembler tout à fait vicieux, hein, parce qu'imaginons
que l'opinion de l'interlocuteur soit vraie. C'est possible. Mais ce qui intéresse Platon, Socrate, c'est que de toute manière, c'est une opinion. Parce qu'en général, on n'a pas réfléchi à ce qu'on dit. On ne réfléchit pas à ce qu'on pense. Donc admettons même que l'on pense quelque chose de juste. Comme l'outil qui nous intéresse, c'est l'outil du penseur pour qu'il puisse s'appliquer à toute chose, et pas la bonne réponse pour une chose. On va rentrer dans un jeu socratique qui là est extraordinaire, qui va même utiliser une certaine mauvaise foi, et vous allez voir que le début du dialogue de Socrate est rempli d'une mauvaise foi. Quand on étudie ça, c'est fabuleux. C'est comme un vieux maître d'arts martiaux qui voit arriver tout de suite à l'attitude ou autre celui qui rentre sur le tatami et qui par rapport à ça il dit c'est pas la peine que je lui sorte la prise des Jeux Olympiques ou le truc hyper compliqué. Là, juste un petit balayage quand il s'y attend pas, par rapport au résultat qui est un tout petit peu de la capacité de se remettre en cause et de savoir si éventuellement il peut avoir le sens de l'humour pour se rendre compte qu'il ne sait pas tout, qu'il ne connaît pas tout, c'est ça qui va intéresser. Et de nombreux lecteurs de ces dialogues-là me disent « Mais quelle mauvaise foi ce Socrate quand même !» En plus, 3 dialogues plus tard, Platon lui fait dire exactement l'inverse. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est pas le sport. On fait des faux procès à Socrate. Alors, on va voir 3 techniques qu'il va employer Socrate. Ça, c'est histoire de se rendre compte un tout petit peu de la mauvaise foi patente de Socrate dans ce dialogue au début. C'est qu'il sait très bien qu'on lui envoie le petit jeune, mais que le petit jeune n'a pas grande idée sur rien. Donc son interlocuteur, c'est Critias. Charmide, c'est de la chair à canon qu'on lui met en avant pour essayer de se protéger. Critias essaye de se protéger et il s'arrange même pour dire un certain nombre de choses à son disciple avant qu'il rencontre Socrate, pour que les disciples, à défaut d'arguments, citent carrément ce que lui avait dit. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à la fin, comme il ne trouve plus rien par lui-même, Charmide, il dit « Oui, d'ailleurs, quelqu'un de très sage m'a dit que c'est ça, Sophronisonée. » Platon connaît déjà la musique avant même que... Enfin, Socrate connaît la musique avant même que ça ait commencé. Donc il dit « On va perdre un minimum de temps sur les définitions qu'il va me donner au démarrage. On va utiliser bonne foi, mauvaise foi, aucune importance. Le problème, c'est d'arriver tout de suite au but, qui est qu'en fait, de toute manière, ce petit jeune n'a une idée de rien sur rien pour l'instant, et c'est normal. Il est mis en avant, donc il ne veut pas rendre ridicule son tuteur, il ne veut pas rendre ridicule ses amis, donc même s'il n'est pas encore tout à fait orgueilleux, ni qu'il n'a pas envie de paraître plus que ça. Il est gentil, il rougit même au démarrage de cette notion de s'il est sage ou s'il n'est pas sage là-dessus, mais il joue le jeu, il est dans un jeu, il doit jouer le jeu. Donc il faut très rapidement démasquer tout ça. Alors fabuleux, quelle technique il va nous employer ? 3 techniques assez classiques. En premier, le Charmide va lui dire, bon voilà, la Sophronisonée, la sagesse pratique ou la tempérance, c'est le calme et la mesure qu'on porte dans toutes les actions. Très bien, bon, il donne quelques exemples en marchant, ou autre, calme et mesure. Pour dire, c'est quand même pas trop mal comme définition de la tempérance par rapport à ça. Alors là, Socrate va lui faire... pris dans le dialogue, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une dramatisation, à part le fait que je sois conteur ou non pour parler de Socrate, mais Socrate et les dialogues socratiques, c'est du théâtre. Il faut arriver à la tragédie. Il faut que le mot prenne une telle importance, ou qu'on soit tellement concentré sur le fait de vouloir défendre son idée, son élément, que ça devient, comment dirais-je, comme si c'était le centre du monde. Alors ça, c'est l'illusionniste, pour le but de faire apparaître, comment dirais-je, pour accoucher l'être, c'est ça sa finalité. Mais au démarrage, on va être un homme de théâtre, c'est-à-dire on va mettre en scène un élément pour que la tragédie s'opère. Et là, la tragédie est la suivante, et pour gagner un petit peu de temps, pour prendre un raccourci, il lui dit calme, d'accord, calme et mesure,
et il va faire un glissement de sens, Socrate. Il va dire, bon, calme, mesure, lenteur. Et ça y est, c'est parti. Vous avez 3 pages sur la lenteur. Et il l'interroge, alors est-ce que quelque chose de lent, c'est quelque chose de sage? Est-ce que quelque chose de lent, c'est quelque chose de tempéré? Est-ce que quelque chose de lent, etc. Et non, effectivement, écrire rapidement, comment dirais-je, apprendre rapidement, exécuter quelque chose vite et bien et d'utile, c'est donc sage, utilité, sagesse. 1, 2, 3, je t'embrouille, mais... Comment dire, il le prend à son propre jeu, le petit jeune, là-dessus, parce que le petit jeune réfléchit, oui, bon, alors il faut quand même que je dise quelque chose sur ce qu'est la tempérance, parce qu'il s'amuse, Socrate, il lui dit, bon, t'as été à quelle école? Il dit pas ça, mais enfin, grosso modo, j'ai fait de la cithare, j'ai appris à bien parler, et j'ai fait de la gymnastique. Bon, voilà ce qui est à peu près la sagesse d'un point de vue grec. C'est-à-dire, si tu sais bien parler de tout, si t'as fait de la gymnastique, si t'as fait de la musique, grosso modo, tu as de la sagesse. Et fabuleux, il lui fait dire ça, Socrate. Le petit jeune ne s'en rend absolument pas compte, il dit, bon très bien, tu viens d'une super famille, donc ça a dû passer par tes chromosomes, et en plus, avec toutes les études que tu as fait, de jouer de la musique, du sport, et puis d'apprendre à bien parler, tu dois être effectivement sage, donc donne-moi ta sagesse. Il le prend au piège. Et l'autre lui donne un élément, et puis à ce moment-là, hop, premier élément, on va pas perdre de temps, tac, 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 même s'il a dit quelque chose qui n'était pas du tout idiot, ce petit jeune là-dessus, il le balaye, il dit, bon, tu es bien d'accord avec moi, la lenteur, ce n'est pas sage, donc l'idée que la calme, la mesure, la lenteur, soit sophrosyné, c'est pas le cas. Glissement de sens ou déplacement, c'est-à-dire transformation d'une proposition ou d'une idée, s'effectue en subrestissement et insensiblement par la conversion de cette idée ou cette proposition en une formulation voisine ou proche, mais au sens substantiellement différent. Je répète. Tant que je compte des choses, c'est amusant. Mais enfin, quand je commence à lire des choses sérieuses. Glissement de sens. Un glissement de sens. Dans le dialogue avec soi-même, il faut faire attention au glissement de sens. Un glissement de sens, ça veut dire que je pars du calme, et évidemment calme, qu'en plus, comme il nous donne un exemple, ce petit jeune de celui qui marche calmement, dans notre esprit, calmement, lentement, c'est la même chose. Hop, on prend lentement et on développe 10 exemples sur le lent. Vous comprenez ce que c'est? Comment ça fonctionne là-dessus? C'est assez classique, pas simplement comme technique socratique, mais comme technique tout court, généralement pas pour but d'accoucher l'âme de l'autre, mais tout bêtement d'embrouiller, ou d'avoir raison. C'est les techniques dites logiques, mais qui sont absolument pas logiques. Parce que ce que j'aime beaucoup dans certains philosophes, mettons contemporains, c'est leurs angles à 90 degrés. Spécialiste que vous aimez peut-être, que j'aime sur certains côtés, qui est Onfray là-dessus, extraordinaire. A, B, C, ça s'enchaîne d'une logique extraordinaire. Et hop, W. Je dis, mais attends, il a pris où ce virage-là? Mais comme on travaille sur la dynamique, qui est assez lente généralement, notre propre dynamique, des interlocuteurs, de ceux qui sont en face, dit... A, B, C, W, alors W, D, on fait pas, hop, bon. Et après, c'est fini. C'est une fois qu'on a pris l'angle, la logique reprend. Mais ça qui est très intéressant, c'est de se rendre compte des ruptures. Parce que si vraiment on utilisait la logique, si on part de A, B, C, D, mais pris par l'amour de la logique, puis en plus l'amour de comprendre. C'est ça le philosophe qui vulgarise les choses, c'est génial. Je comprends. Je comprends pas, mais c'est pas grave, mais je comprends. Là, j'ai dû avoir une erreur d'inattention. Socrate connaît très bien ça, dit très bien. De toute manière, il est tellement pressionné pour bien faire, ce petit jeune, et pour paraître, que je le mène par le bout du nez avec son inattention. Donc, hop, transformation d'une proposition ou d'une idée s'effectue en subrestissement et insensiblement, on ne se rend pas compte au niveau des...
par la conversion de cette idée ou cette proposition en une formulation voisine, proche, mais de sens substantiellement différent. Ça, vous allez trouver ça dans beaucoup de dialogues socratiques. Alors, certains vont en faire, comment dirais-je, leur plat principal en disant donc on voit bien que Socrate est un sophiste lui aussi. Bon, mais ce qui intéresse Socrate, c'est pas la technique en tant que telle, c'est pourquoi on le fait, le résultat. Il faut quand même que je défende un peu le maître Socrate. Deuxième point, donc grosso modo, tu rentres chez toi avec ta lenteur et ton calme, on va attaquer maintenant. Il dit, bon, il rentre en lui-même, ce jeune Charmide, on le voit rentrer en lui-même, chercher, il dit, ça y est, j'ai trouvé. Sophrosune, c'est la pudeur. Hein, la capacité de rougir, hein, de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas été tempéré. Hein, c'est cette force, hein, cette tempérance, c'est justement, ça se manifeste, où je peux te parler de cette sagesse tempérance, parce qu'elle me fait voir, quelque part, que j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct. C'est comme ça qu'elle s'exprime. C'est pas une mauvaise idée non plus, hein, là-dessus. Extraordinaire Socrate. Bon. Puisque de toute manière, ils sont tous en train de me parler, ou moi-même j'utilise l'élément de leur grande famille, leurs ancêtres, leurs trucs, les machins, il y a une chose qui fonctionne très très bien, à partir du moment où les gens s'appuient sur l'autorité du passé, c'est l'argument d'autorité. Et hop, 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 deuxième élément dans le dialogue, fabuleux, il dit, bon, mais non, c'est pas ça. D'ailleurs, Homère, et tu connais Homère, toi qui es sage, qui as tout appris, tu l'as même appris par cœur, Homère, oui, j'en rajoute un petit peu, mais quand même, il est reconnu par rapport à sa sagesse, oui. Donc tu sais, Homère a dit, la honte n'est pas bonne pour l'indigent. Alors nous-mêmes, quand on lit ça, on est obligé de s'arrêter 2 minutes, qu'est-ce qu'ils veulent dire par la honte, par l'indigent? Bon, enfin, comme c'est Homère qui le dit, et comme c'est Socrate qui parle d'Homère qui le dit, de toute manière, argument d'autorité, c'est la télé qui l'a dit, c'est la science qui l'a dit. Hein, parfois dans les débats, on discute sur la vie, la mort. Oui, mais quand même, la science dit aujourd'hui que la vie c'est ça. Je dis, si la science l'a dit, là on est obligé de s'incliner. Hein. Oui, le philosophe un tel a dit ça. Je dis, oui, c'est sûr. Allez, on rentre au jeu des citations. Hein, comme on a tous, comme dit l'autre, un petit chinois dans la poche, un Lao Tzu, un Confucius, un petit Kant, allez, un petit Kierkegaard, d'autres trucs, allez. On va se faire la bataille des citations, hors contexte, hein, évidemment, là-dessus, puisque comme généralement le contexte, on ne l'a pas forcément étudié ou lu récemment, hein, pour parler tranquillement. Ça fonctionne pas. Donc, fabuleux, deuxième argument du petit jeune, allez hop, Homère a dit, rentre chez toi avec ta pudeur, c'est même pas la peine d'en discuter. Oh, c'est extraordinaire. On sent que Socrate veut son os. Il veut son os. Et il sait bien que tout ça n'a aucune importance sur la discussion de Sophrosune, même si l'autre dit des choses intelligentes. Et il arrive à l'os, qui est le troisième élément, où le petit jeune lui dit... Puisqu'il ne sait plus rien. Alors là, il a été voir dedans, dehors, il marche calmement, la pudeur, il rentre en lui, il n'a plus d'idées. Donc celui qui était le plus sage d'Athènes, le petit jeune qui était beau à l'intérieur, beau à l'extérieur, il commence à être un peu ennuyé. Hein. D'ailleurs, il a du mal il sent venir le piège, il a du mal à répondre, mais comme c'est un esprit fin et qui lui donne un peu de finesse à ce Charmide dit « Ah, un sage ou un philosophe connu, évidemment c'est Critias, c'est une évidence pour Socrate qui est là, a dit, et ça je trouve ça très très bien là-dessus, que être sage, hein, ou être tempérant, c'est faire ses propres affaires. Socrate a gagné. La première manche, c'est-à-dire il a mis KO le jeune, et le jeune qui servait de paravent à Critias va repasser la main à Critias, évidemment, parce que qu'est-ce que va faire Socrate dans cette situation? Merveilleux, ça y est, on y est. Tout le reste c'était pour gagner du temps, on y est. Après le glissement de sens, l'argument d'autorité, on arrive à quoi? À ce qui est beaucoup plus intéressant de discuter, c'est le cas Critias, le tuteur, hein,
qu'il va falloir lui faire lâcher prise à ce tuteur. Ne serait-ce que pour pouvoir avoir comme disciple le petit jeune et se donner une chance. Platon n'a aucun espoir de transformation de Critias, enfin Socrate, hein, et Platon à travers. Il sait très bien qu'il est de toute manière pourri d'orgueil, que ce qui compte c'est apparaître, c'est véritablement pouvoir briller, c'est parler, c'est véritablement que sa pensée soit mise en avant. Donc de toute manière, face à ça, Socrate est le pire des interlocuteurs. Mais il faut le désarçonner, c'est-à-dire il faut obtenir le pouvoir d'éduquer. C'est ce que veut gagner Socrate, le pouvoir d'éduquer le jeune. Et en même temps faire voir au jeune, donc de quoi, les failles de son tuteur. C'est-à-dire lui mettre en avant, de manière terrible, au tuteur lui-même, mais qui ne verra pas grand-chose, mais à Charmide de manière très claire, qu'en fait, son tuteur et son maître ne connaissent rien à la sagesse. Il n'en a que l'apparence. Qu'il faut chercher son maître de maïeutique ailleurs. Et donc il dit très bien, être sage, c'est faire ses propres affaires. Et à Platon, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Très beau, super. Je dis, évidemment, celui qui a dit ça doit être un homme très intelligent. Je suppose même que ça veut. Mais Critias se dévoile pas tout de suite. Alors Platon attaque. Il dit, bon, très bien, on est face à quoi? On est face à un argument un peu de précipitation. Le petit jeune n'a plus rien à dire, donc il lâche le morceau par rapport à ça. Ça s'appelle un concept indifférencié. Être sage, c'est faire ses propres affaires. De quelles affaires parle-t-on Ou ça apparaît un peu comme une opinion reçue. Non, être sage, c'est faire ses propres affaires. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on a tout dit, hop, hop, c'est clair. Donc, dans ces cas-là, dernière ruse, enfin, c'est pas la dernière ruse, mais disons sur le dialogue, Socrate est enfin arrivé à son os, donc, puisque l'autre ne s'est pas encore dévoilé, il relève les manches, il dit, là, j'en ai pour 3-4 réparties pour que l'autre, qui est intempérant, de toute manière, explose. C'est ce qui va se passer. Donc on va dire, bon, très bien, mais quand même, je comprends pas, c'est pas très clarifié, cette affaire, on comprend pas trop, donc... Il va d'abord faire l'idiot, comme il sait très bien le faire, Socrate. Il va prendre l'élément au sens littéral. Donc faire ses propres affaires, c'est travailler pour soi, quoi. Je fais mes propres affaires, je travaille que pour moi-même. Donc je travaille que pour moi-même, ça veut dire que, grosso modo, l'artisan fait les chaussures pour lui, l'autre fait les choses pour lui. Alors il grossit le trait. Donc grosso modo, il n'y a pas de société, c'est chacun pour soi, chacun fait ses propres affaires. La sagesse... C'est donc chacun pour soi, j'exagère à peine là-dessus, et surtout il va dire carrément, donc c'est pas possible que ça veuille dire que ça, il prend le sens. Autrement, ce serait vraiment un nigo, celui qui a dit ça. Il utilise le terme nigo, traduction française d'un terme grec dont j'ai plus l'idée, mais nigo, c'est un nigo. Là, il ne va pas par quatre chemins, puisque l'autre s'est toujours pas dévoilé. Donc c'est pas possible que ça veuille dire simplement s'occuper de ses propres affaires physiques, concrètes, là-dessus. T'as un nigo, il devait pas savoir ce qu'il voulait dire, celui qui a dit ça. Et le petit jeune qui a compris la ruse et qui est bien content de se débarrasser du dialogue avec Socrate pour le repasser à son tuteur, joue le jeu lui-même, fabuleux, ce qui prouve qu'il lui donne quand même une certaine sagesse, et le petit jeune dit « Oui, d'ailleurs, il ne devait vraiment pas savoir ce qu'il disait, celui qui a dit ça, puisque moi-même, je ne suis pas capable de te l'expliquer. » Et hop, c'est gagné. Critias sort de ses gonds, là-dessus, puisqu'il brûle... Dans le dialogue de Socrate, Socrate fait quelques commentaires. C'est assez rare dans les dialogues, mais dans ce dialogue-là, il fait quelques commentaires sur ce qui est en train de se passer. C'est pas encore simplement Socrate qui répond, mais Socrate lui-même nous décrit la situation. Et il dit qu'il brûlait de se distinguer. Nous sommes dans la logorée, dans la capacité du dialogue qui doit me servir pour briller. Donc là, Nigo, qui ne sait pas ce qu'il veut dire, son propre pupille, lui, commence à lui mettre le doigt, lui-même, c'est pas Socrate, il s'emporte. Et là, le génie de Socrate, qui ne peut pas travailler avec un homme emporté, lui dit « C'est bien ce que je pensais, cet homme qui a dit ça, il ne l'oblige pas à dire que c'est lui qui l'a dit.
a voulu sans doute dire quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus... et il le reprend. Maintenant qu'il s'est dévoilé, il dit très bien, je vais te reprendre dans mes filets, et un petit coup dans un sens, un petit coup dans l'autre, un petit coup dans un sens, un petit coup dans l'autre. On ferme le filet et dit, c'est bon, le dialogue commence. C'est-à-dire, le combat commence. Avant, c'était du menu fretin. Vous envoyez comme ça un petit gars envoyé à l'abattoir. Socrate n'a pas tant envie que ça de l'envoyer à l'abattoir, d'ailleurs, parce qu'il a plutôt envie qu'il lui donnait envie de pratiquer la sagesse, de se rendre compte qu'il n'est pas trop sage, mais il ne faut pas l'humilier, le petit. Par contre, l'autre, il ne faut pas l'humilier non plus, mais il faut quand même, de manière très claire et très nette, qu'il se rende compte de qui est le maître sur le tatami. Et là, il lui en met une couche dans un sens, dans un autre, et il le laisse, ce qui n'est pas toujours courant dans les dialogues socratiques, comme vraiment son interlocuteur n'est pas un bon interlocuteur. Il est pris par ses passions, on lui demande de parler de Sophrosune, et c'est un intempérant, donc de toute manière, il n'y a pas d'espoir. Il va parler de manière intempérante de la tempérance. Et il le laisse parler. C'est assez rare, mais là, dans le dialogue, hop, dans tout un truc... Et alors là, c'est absolument extraordinaire. On ne comprend rien. Enfin, vous, peut-être, vous allez comprendre quelque chose, mais moi, en lisant ça, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Si on essaye de comprendre par rapport à ça, c'est très compliqué. Puisqu'en plus, si on voudrait vraiment comprendre, c'était volontairement compliqué dans le dialogue de Socrate, mais avec des termes grecs, mais alors en plus des termes de traduction, on vous dit, mais il coupe les cheveux en 4, puisqu'il nous fait une différenciation entre fabriquer, travailler et faire. Ce qui est quand même fondamental pour parler de la Sophrosune. Pour parler de la tempérance, on passe dans une dialogue sur la différenciation qu'il y a, parce qu'il a dit de s'occuper, de faire ses propres affaires là-dessus. Donc, au lieu de parler de la Sophrosune ou de quelles affaires on parle sur faire. Alors ça, c'est classique. C'est quand vous sentez que votre interlocuteur va parler du fond, vous prenez un élément formel, justement, sur le faire, et puis vous créez un écran de fumée par rapport à la notion du faire. Et au bout d'un moment, l'interlocuteur, qui se pense toujours très inattentif, parce qu'on est un peu paresseux, dit « Oh là là, j'y comprends rien au dialogue de Platon. On m'avait dit quand même que c'était des dialogues de jeunesse. Donc si c'est ça, les dialogues de jeunesse... » Tiens, là je dis tout de suite, quand vous voyez quelque chose de compliqué dans un dialogue de Platon, c'est pas Platon qui veut être compliqué, c'est qui se rit de l'interlocuteur en général, qui lui a besoin de déballer sa science. Et Socrate n'a rien besoin de déballer du tout, puisque lui, son problème, c'est le miroir. Lui, son job, c'est resservir à la personne tout ce qu'elle est en train de dire. Et lui mettre face à les conclusions de ce qu'elle est en train de dire. Donc Socrate n'a pas pour but de donner la sagesse. Il a pour but d'abord, dans sa technique et dans ses éléments de travail, de mettre l'autre au tapis. Pour qu'il accepte lui-même qu'il sait qu'il ne sait rien. Ce qui est le premier élément de la définition de la sagesse dans la vision socratique. Donc il faut gagner ce combat-là. Et là, il n'a même pas à lutter. L'autre se couvre de ridicule. Mais il ne le voit pas. C'est ça qui est l'ironie socratique. Et Socrate, par rapport à ça, « Ah, tu as dit ça, c'est très intéressant. » Et on en est parti sur 4 pages où il prend chaque truc que l'autre a dit et il lui fait dire, donc si tu dis ça, c'est grosso modo, enfin, il l'amène à une chose extraordinaire. La Sophrosune sert à rien. C'est ça qu'on appelle l'aporie du dialogue. C'est pas du tout un dialogue aporétique, dans le fond. C'est une formidable scène de théâtre humoristique, grosso modo, où il va pousser l'autre à ne même plus se rendre compte du ridicule complet de ce qu'il est en train de raconter parce qu'il veut avoir raison et sauver la face là-dessus. Et le nombre de bêtises qu'il y a dans ce dialogue dites sur la Sophrosune, qui du coup étant la science de la science, l'élément qui s'applique à toute la science, donc c'est la science de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, donc à la fois comme c'est la science de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on pourrait savoir mais qu'on ne sait pas, bon, il lui prend tous les exemples en disant voilà, c'est Louis qui entend mais qui doit entendre ce qui n'est même pas entendu, enfin bon. Et l'autre qui suit, à un moment donné, l'autre il dit stop stop,
on a dû se tromper quelque part, c'était pas très clair. C'est ça, c'est que c'est génial. D'abord, c'est j'ai dû me fourvoyer, mais il dit pas ça souvent. On a dû se fourvoyer. Socrate, on a dû se tromper. Cher Socrate, je t'en prie, oublie tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il y a une seule chose qui est vraie, c'est la sagesse, c'est le connais-toi toi-même. Et ça y est, on est parti sur le fronton de Delphes. Et connais-toi toi-même, et il laisse parler encore, et rien de trop, et ne prête jamais à tes copains. Enfin bon, il lui donne toute une liste comme ça, les 3-4 trucs de ce qu'il y a sur le fronton de Delphes, dans le dialogue, là-dessus. Il dit bon, ça y est, c'est exactement comme si on veut repartir à la case départ. Il lui demande grosso modo, efface la bande. Il dit pas je me suis trompé, hein, j'ai dit des bêtises, mais efface la bande. Parce que même si on s'est trompé, même si... c'est pas possible que la sagesse soit pas le connais-toi toi-même. Il a besoin de se raccrocher au dernier truc, hein, c'est écrit sur un fronton, donc la Sophrosyné, c'est dans le marbre, hein, c'est l'argument d'autorité. Dans le fond, si d'ailleurs on pouvait surtout ne pas en discuter, ça m'arrangerait. Il se met pas à genoux, mais presque dans le dialogue. S'il te plaît, Socrate, accorde-moi quand même que la Sophrosyné soit autre. Parce qu'il y en a marre que tu tailles mes arguments en pièces. Et il l'attaque en plus un peu l'autre. Hein, quand même. Il dit parce que tu veux absolument détruire mes arguments, tu veux absolument donner ton idée, etc. Et là, Socrate, toujours extraordinaire, non. Pas du tout. Moi, je ne souhaite absolument pas ça. Ne t'inquiète pas de ce que je pense. Et il dit, ne t'inquiète pas de cela. Nous n'avons pas à examiner ce que je pense, mais ce que tu dis toi à présent. Là, l'os, il a pu à le trouver. Il l'a entre les dents. Et l'autre essaye de s'échapper. Et non, t'inquiète pas de ce que je pense. On s'intéresse à toi. Je te tiens. Tu es dévoilé. Tu es un tas d'os. Ça fait pas plaisir hein, quand on se fait appeler Tados. C'est-à-dire, mais en plus, ils sont pas dans le bon ordre, tes os. Et je vais te montrer comme quoi t'es vraiment difforme. Mais pas parce que je veux te prouver que t'es difforme, mais parce que tu es déjà en train de le voir toi-même. Mais si, ma colonne vertébrale, sur le fronton de mon front, connais-toi toi-même, donc ça c'est vrai. Très bien, c'est vrai. Et c'est reparti dans le dialogue. On va prendre ça si tu veux, c'est pas grave. Je te fais cadeau de tout ce qu'on a dit avant. De toute manière, t'es déjà ridicule, il lui dit pas ça, mais de toute manière, t'es déjà tombé, t'es déjà KO. Tu veux revenir pour un round? Mais reviens encore. Et il lui fait voir 36 000 étoiles, quoi. C'est l'aporie du dialogue, ça s'appelle pour moi l'achèvement du match. Et c'est même pas ancien croon, quoi. Dès le premier, de toute manière, complètement pris par l'intempérance, il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Son interlocuteur est totalement perdu. C'est pour ça que quand on fait du dialogue socratique, enfin une partie du dialogue socratique, pour ceux qui veulent en faire, on filme. C'est encore plus vicieux. C'est que vous êtes au tapis, en plus vous revoyez le match après derrière. Mais c'est un grand intérêt de revoir le match. C'est que du coup, si on est authentique, enfin, si on a envie de comprendre, c'est que là, on se voit en train de se rouler dans la farine. Alors il y a deux choses possibles. Soit on court encore, hein, soit on ne veut pas se voir, c'est la première. Soit on veut se voir. Alors du coup, c'est la personne qu'on revoit jamais. Ça arrive assez souvent dans cette école. Remarquez, ça permet, vu que les salles sont limitées, de jamais avoir trop de grands locaux. Hein, toujours des locaux plus grands que le nombre de personnes qui peuvent suivre sur ce type de discipline. Parce qu'effectivement, c'est assez impopulaire là-dessus. Et donc quand on revoit, si on arrive à prendre de la distance, là, la fameuse « connais-toi toi-même » devient possible. Puisqu'on se rend compte de ce qui vient de passer. Et là, l'humour, la distance, la possibilité de se voir agir, se voir dans l'action, une conscience, un décentrement a pu avoir lieu. Et donc si je suis capable de l'assumer, ça veut dire que je commence à mettre mon identité dans l'être et pas dans le paraître. A priori,
c'est pour le petit nombre. Mais vous inquiétez pas, les jeudis philo continueront avec Brigitte, qui pratique cet art, avec en plus une forme féminine beaucoup plus socratique d'ailleurs, et ça laisse. Donc, dans cette dialogue, l'aporie ou l'élément final atteint ce que Socrate veut atteindre, hein, par rapport à ça, c'est-à-dire le disciple a complètement vu que son tuteur... On n'est pas du tout dans la problématique de savoir si on a répondu ou non à la sophrosonée. Ça n'a jamais été le sujet. À part les Romains qui ont cru ça. Il faut régler les comptes avec les Romains, je ne sais pas pourquoi. Si je le sais, c'est que la philosophe que j'adore, une des philosophes que j'adore, c'est Simone Veil. Et déjà à l'âge de 4 ans, elle se réveillait dans son landau, elle disait « pas les Romains, pas les Romains ». Bon, je ne sais pas, il y a une filiation comme ça sur les anti-romaines, ça doit être le fond grec. Pas les Romains, pas les Romains. Donc, à la fin, Charmide répond « Par Zeus, je ne sais pas moi, si je possède la sagesse ou si je ne la possède pas. » Ça y est, au démarrage, il n'a pas dit ça. Mais à la fin, voilà ce qu'a obtenu Socrate. Il n'a pas obtenu de Critias, qui pense qu'on s'est trompé, qu'on a pris un mauvais chemin, donc il faut recommencer. Et Socrate lui dit « Oui, excuse-moi, je me suis trompé, je n'ai pas été un bon chercheur, je suis vraiment complètement perdu, veuille me pardonner, Critias, il faut qu'on recommence l'examen plus tard. » Surtout sans toi, ce sera plus facile. Car comment le saurais-je quand vous-même n'êtes pas capable, dis-tu, de découvrir ce qu'elle est? La sagesse, ou sophrosophe. C'est ce que dit Charmide, extraordinaire. Ça, c'est le tour de passe-passe de Socrate. Mais moi, je ne te crois guère et je suis convaincu, Socrate, que j'ai besoin de l'incantation. Hein, pour son histoire de mal de tête, on revient là-dessus. Aussi, ne tiendrait-il pas à moi que je m'y soumette tous les jours? Ne tiendra-t-il pas à moi que je m'y soumette tous les jours jusqu'à ce que tu dises que c'est assez? C'est-à-dire que ça y est, il a accroché véritablement un disciple. Bien, s'écrie Critias, fais-le, Charmide. Ce sera pour moi la preuve que tu es sage. Hein, il est toujours dans l'apparence. Là, il peut sauver la face, puisqu'il va être, son disciple va être accepté comme disciple de Socrate, et comme lui, fabuleux, l'autre garde la face. Si tu te livres aux incantations de Socrate et ne le quittes pas d'un pas, il en rajoute même, comme tous les intempérants, c'est-à-dire qu'il est au tapis, alors du coup, il faut qu'il fasse preuve de largesse. Suis donc Socrate, tu as ma bénédiction, suis-le dans tous ses pas, dans tout son cheminement là-dessus. Bien, s'écrie Critias. Donc, tu peux compter que je le suivrai et que je ne le quitterai pas. Ce serait bien mal à moi de ne pas t'obéir à toi qui es mon tuteur. Et de ne pas faire ce que tu m'ordonnes. Oui, certes, dit-il, je te l'ordonne. Fabuleux. Bon, enfin, lisez par vous-même. Extraordinaire, comme il a roulé tout son monde dans la farine pour les approcher de la sagesse ou pour les faire vouloir quoi? Faire tomber amoureux Charmide de la remise en cause. Il n'y avait pas de chance, pas de possibilité pour Critias. Alors, pardon. Nous sommes face véritablement au dévoilement de la technique socratique et de la première étape, à part la remontée vers la sagesse, vers l'unité, vers le concept. Ce n'est donc pas une étape que l'on peut supprimer, ce n'est donc pas une étape dont on peut se passer par rapport à ça. Il faut passer par la déstabilisation. Il faut passer par le fait d'être désarçonné. Il faut passer par ce moment où je ne sais plus ce que je pensais avant, je ne sais pas encore ce que j'ai à penser de l'élément. La seule chose qui peut me rester, c'est l'amour de la mystérieuse sagesse dont je n'ai pour l'instant aucune définition. Et là, on finit définitivement de faire sauter un plomb ou un neurone, c'est-à-dire que l'amour de la sagesse est l'amour du mystère. C'est-à-dire qu'un philosophe ne sait pas dans le fond ce qu'il aime.
il aime le cheminement qui l'approche d'un mystère. Parce que justement, on n'aime pas quelque chose qu'on connaît parfaitement, dont on a fait le tour. On aime quelque chose que l'on pressent, dont on a l'intuition. Et c'est la même chose, Socrate essaye de placer, pour aider un peu Chrysias quand même, quand il tourne en rond dans son élément. Il lui dit, mais bon quand même, peut-être, la sophosoné, c'est peut-être la science du bien et du mal. Ah, il essaye de lui souffler 2-3 choses à l'oreille. Hein? Mais l'autre ne mord pas à l'hameçon. Même quand il l'aide, il ne mord pas à l'hameçon. Et donc, ce que Socrate met en évidence, c'est que de toute manière, on ne va pas mordre à l'hameçon du sens des choses, de la direction des choses, parce que pour l'instant, il n'accepte pas que c'est un mystère, parce que la science du bien et du mal, c'est un mystère. La science de la vérité est un mystère. La vérité en tant que telle est inatteignable. Cette unité, cet arché, cette essence est inatteignable. Il faut simplement que je dévoile, que je mette en évidence que ma certitude et mon opinion n'est pas l'unité. Ça n'empêche pas, c'est pas du relativisme, c'est pas qu'il n'y a pas de vérité. Mais il y a une échelle de vérité qu'il faudra à chaque fois remettre en cause et remettre sur le tapis, là-dessus, pour aller plus loin. Puisque la clé, c'est le cheminement, c'est pas atteindre. On ne possède pas la sagesse, et c'était ça le début du dialogue. Il n'y a pas de possibilité de posséder la sagesse, d'avoir la sagesse. C'est pas un problème d'avoir, c'est un problème d'être. Et l'être en tant qu'être, ou cette essence, est inatteignable. Donc, on est, comment dirais-je, on est condamné à l'amour. C'est une belle condamnation, non ? On est condamné à l'amour, on est condamné à l'éros. On est condamné à tendre vers quelque chose qui nous manque. Et c'est très déstabilisant, parce que nous, ce que nous aimons, c'est pas le cheminement, mais c'est l'acquisition, c'est le fait de posséder, c'est le fait de dire « ça y est, j'ai la philosophie ». Et non pas « ça y est, je suis philosophe ». Et donc cette pratique oblige au fait de définir la philosophie comme une confrontation à l'altérité. C'est pas simplement l'autre, l'altérité, bon, très belle phrase chez Lévinas, mais l'altérité en général, l'altérité dans le sens, il faut me confronter à une autre théorie que la mienne, à une autre pensée que la mienne. Il faut que je me confronte à l'impensable. Il faut que j'accepte que la philosophie est un art martial, dans cette définition-là. C'est-à-dire qu'il me faut une résistance en face. Et nous, ce qu'on aime, c'est qu'il n'y ait pas de résistance. C'est que les choses nous soient acquises d'emblée. Je pense une chose, tout le monde est d'accord avec moi, ce serait quand même plus simple, non ? Super, j'ai applaudi, ouais, génial! Quelle belle définition de la sophosoné, bravo! Bon, vous pensez quoi, la sophosoné? Rien, mais c'est beau ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez compris? Rien, mais c'est quand même très très beau, c'est sympathique. Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Oh, c'était bien! C'était bien, d'accord, c'était beau. Mais c'est quoi l'idée, le concept? Ah, je me souviens plus très bien. Mais évidemment, si on n'a pas fait la recherche par soi-même, on se souvient de rien. On dit, bon, je vais m'en remettre une couche quand même pour essayer de... Des fois que ce soit simplement le processus d'Alzheimer qui démarre, qui se développe, etc. Non, 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 non. Il n'y a pas d'Alzheimer en philosophie. Puisque ce qu'on a véritablement cherché par soi-même et conquis par soi-même, on l'est. Alors que ce qu'on perd avec Alzheimer et le reste, c'est ce qu'on pense avoir. Et là, le chaos technique doit créer effectivement des Alzheimer précoces dans la méthode socratique là-dessus. Parce que, à défaut de lui faire lâcher prise, au moins on va essayer de lui faire oublier. Quoi ? Sa totale dépendance, son total esclavage de ses opinions. Donc, le rôle de Socrate, c'est que c'est normalement un spectateur non affecté par ce que l'autre est en train de dire. C'est pour ça qu'il peut faire ce travail. Pas qu'il l'aime pas, mais il est affectivement détaché. On pourrait dire la même chose d'un psychologue ou autre, mais là, c'est à travers la philosophie où, grosso modo, on va donner le miroir. On ne cherche pas des justifications pour que l'autre se comprenne lui-même, soit d'accord avec lui-même et d'autres. C'est pour ça que la consultation philosophique, dans cette vision socratique, est relativement mal vue. On dit oui, mais c'est pas bienveillant. Je dis ça dépend pour qui. C'est bienveillant pour l'âme immortelle, c'est assez peu bienveillant pour la personnalité, bien qu'avec l'art socratique, on s'en rende même pas compte. Enfin, sauf si on regarde le film ensuite. Donc, travailler l'opinion, ébranler, pétrir, arracher
l'opinion, l'ignorance à elle-même, confronter à ce qu'elle n'est pas. Enfin, la philosophie est un processus de transformation. Et donc, il va y avoir une formidable mise en scène de la parole dans le dialogue socratique, dramatisation, fait de singulariser chaque mot, chaque élément dit, chaque chose qui est mis en avant, pour objectiver ce qu'on ne veut pas dire. Et c'est ça les 3/4 des interlocuteurs, mais je ne voulais pas dire ça. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que tu l'as dit. Et pourtant, c'est ce que tu voulais pas dire qui est le plus intéressant. Parce que c'est ce que tu voulais pas dire qui est plus proche, en fait, de tes présupposés. Pas simplement de ton inconscient, oui, de tes présupposés, de tes opinions. Là, ça y est, tu l'as lâché le mot. Mais non, non, je voulais pas dire ça. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais c'est aucune importance. Tu l'as dit, on va travailler sur ça. Oui, mais ma pensée, elle est plus fine. Elle a quand même plus de nuances. C'est oui ou c'est non? Le tamis est terrible là-dessus. La remise en cause est terrible. Parce que le but est la conscience de soi. Et elle n'est possible que par décalage, décentrage, et la capacité de s'oublier par rapport au fait de, pas oublier, s'oublier dans le sens de mettre son identité dans l'apparence. Bon, voilà le grand challenge socratique. On va continuer encore la semaine prochaine, sans doute avec Brigitte dans le prochain dialogue, avec Alcibiade. Mais j'espère en tout cas avoir transmis, à défaut de sagesse, l'amour, l'envie d'aller lire, relire, pour pouvoir me contredire, dire mais pas du tout, c'était pas du tout dans ce dialogue-là ce que tu as raconté, tu nous as enfumé là-dessus. Je dis ah génial, j'aurais obtenu le résultat que je voulais, au moins vous faire lire. Je dis c'est pas possible qu'il y ait eu ça dans ce dialogue. Et donc les contradicteurs sont les bienvenus pour la suite. Très bonne semaine à vous.